Rapprocher. Vous ne risquez rien. Je pense que c'est bon. On a entendu la cloche? Je suis handicapée, je n'entends pas de ce côté-là, donc c'est pour ça. Donc là, vous êtes là, on va parler du modèle Spotify. Et on va en parler d'une façon qui n'est pas courante, puisqu'on va en parler de l'intérieur. C'est pas courante parce que vous avez devant vous le seul et unique coach français de toute l'histoire de Spotify à avoir été chez Spotify. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de dégommer 2-3 trucs au passage. Hop, en avant Guingamp. L'histoire de Spotify, ça commence en 2006. En 2006, Daniel Ek et Martin Lorenzon sont deux entrepreneurs suédois. Ils ont déjà fait des startups, ils ont déjà plutôt bien réussi. Ils ont chacun leurs millions sur leur compte en banque, ça va bien. Et il se trouve qu'ils sont passionnés de tech, d'entrepreneuriat, of course, je te vois, et de musique. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, tout ça, ne peuvent pas connaître, l'industrie de la musique est en crise, puisque avec l'avènement du CD dans les années 90, c'est le mode principal de vente de musique dans les années 90, puis l'avènement d'Internet avec le piratage, boum, effondrement des ventes de CD, 75% de chiffre d'affaires en moins en quelques années. L'industrie de la musique va très très mal. Et Daniel se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que les gens qui veulent écouter de la musique un peu partout sans se faire chier avec les formats physiques puissent le faire, que les artistes en vivent et que toute l'industrie, toute la chaîne de l'industrie en vive aussi. Et donc ils se disent, il faut un sketch sur une nappe de papier, c'est tout à fait exact. Ils vont dire ça va être ça, je le vois en desktop, ils se lancent. Ils réunissent, ils recrutent 20 personnes, hein, les 20 tout premiers, qui sont tous des ingénieurs très très brillants. Des gens qui vont travailler sur de l'algorithmie parce qu'ils ne veulent pas perdre de qualité sonore, des choses comme ça, des modèles mathématiques un peu complexes, la distribution de charges. Ils sont tous très brillants, ils ont tous une culture agile assez forte. Ils sont biberonnés à l'XP depuis pas mal d'années. Et ils se lancent. Et ce n'est qu'en 2008 que Spotify, la première version, est ouverte. Pourquoi 2 ans? Parce qu'on est très très fort sur plein de choses. Ils étaient un petit peu quiche sur l'industrie musicale. Ils ne connaissaient pas du tout l'industrie musicale et surtout, ils ne connaissaient pas du tout comment ça marche, la gestion des catalogues, des droits, etc. Et il leur faudra 2 ans pour arriver à comprendre comment fonctionne l'industrie musicale, comment fonctionnent les licences, les droits, l'accès au catalogue, passer les contrats. Alors, je vous ai mis Metallica sur le site, pas parce que c'est mon groupe préféré, mais c'est mon groupe préféré, mais parce qu'ils ont joué un rôle très important dans l'histoire de Spotify. C'est les premiers à avoir vraiment fait confiance à Spotify et à leur dire on va vous donner droit, et hop, ça s'est enchaîné dessus. Si vous voulez écouter cette histoire beaucoup mieux racontée que moi par aussi des gens de l'intérieur et pas des gens de l'extérieur, il y a un podcast qui est très très bien sur Spotify qui s'appelle Spotify A Product Story, et vous entendrez même les gens de Metallica en parler. Donc ils se lancent en format desktop, application desktop, pas d'application mobile, en 2008. Non, trop tôt. Non, toujours pas. Si. Ça marche bien. Ils font la conquête de la Suède. Bon, c'est 12 millions de gens. Avant, vous connaissiez surtout pour Ikea et Abba et pas vraiment pour un marché très compétitif. Et puis, surtout, en 2009, il s'est passé un truc qui était un petit peu important qu'ils ont aussi loupé. Pour le coup, ils ont aussi loupé ce coche-là. C'est qu'en 2009, il y a un point d'inflexion qui est très important sur la consommation d'Internet. La consommation d'Internet bascule complètement, qui était quasiment majoritairement consommée sur de l'ordinateur, sur des connexions fixes. Et à 2009, à peu près, c'est le moment d'inflexion où le mobile va commencer à manger toute la bande passante. 2012, il y a quasiment 90% de l'usage d'Internet qui passe là-dessus. Donc là, ils se sont dit, ah mince, on n'est pas sur le bon business model, il faut se repivoter. Ils repivotent, ils arrivent quand même à se remotiver. 2011, ils partent à l'assaut des États-Unis, ils lancent la version mobile, ils lancent le premium, ils se lancent aux États-Unis.
Et dans toute cette histoire, pour tous réussir tous ces petits pivots commerciaux, juridiques, techniques, etc., évidemment, l'équipe d'origine, petite ultra compétente, biberonnée de l'agilité, auto-organisée, etc., eh ben, elle avait déjà commencé à grossir. Et ils sont 300 à peu près, répartis sur 2 sites, Stockholm et New York. Et là, ils commencent à avoir des problèmes, parce que les limites de l'auto-organisation, ben, on les touche vraiment du doigt. C'est là où ils se disent, ben, on va faire venir des consultants. Donc, ils font venir 2 consultants qui sont très connus aujourd'hui, hein, Henrik Nibert et Anders Ivarsson, qui vont bosser avec... Ils ne font pas venir qu'eux, ils en font venir plein d'autres. Ils vont bosser avec eux sur comment on peut réorganiser ou structurer cette équipe qui a grossi, qui a fait x10, grosso modo. Et le résultat de ça, c'est un document qui va être publié, un petit PDF d'une 20aine de pages qui s'appelle Scaling Agile at Spotify. Vous l'avez lu, j'imagine? Ouais. Oui. Et qui décrit notamment ça. Il parle beaucoup de ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens ici qui utilisent le modèle Spotify dans leur entreprise. Levez la main, n'ayez pas honte, on peut le faire. Voilà. Et vous utilisez surtout les... Je sais qu'il y en a plus, en fait. Et vous utilisez surtout, en fait, des squads, des tribes, des chapters et des guildes. OK. C'est vraiment connu pour ça, d'accord? Je voudrais profiter, tant qu'on y est, pour faire un petit heads up à cette femme-là, parce que en fait, dans l'histoire en général et dans l'histoire de la tech, on a tendance à oublier les femmes et à parler des gens. Donc quand on parle du modèle Spotify, on pense tous à Henrik Nibert, et on a oublié complètement cette dame qui s'appelle Karin Borgen et qui était en fait la première coach agile de Spotify et la première employée ingénieure de la R&D. Et elle a fait beaucoup de boulot. Manque de bol, l'histoire l'a oublié. Nous rétablissons les choses aujourd'hui. Merci. Le modèle Spotify, c'est pas juste le PDF avec les squads, les chapters et les guilds et les tribes. C'est surtout une série d'articles qui va être publiée sur le blog de la R&D de Spotify, puis une série de conférences que va faire Henrik Nibert. C'est comme ça, moi, je le rencontre en France en 2012. Je pense d'ailleurs que c'était peut-être à Grenoble ou à Paris, un des deux, voilà. Je sais qu'il est venu à Grenoble aussi. Henrik Nibert, c'est quelqu'un de formidable, qui a un talent de vulgarisateur de ouf et qui va nous expliquer tout ça avec des vidéos, avec des conférences, avec ses super posters. Vous les avez vus, les posters en question, qui décrivent un peu tout. Alors, on retrouve le fameux, là, le truc, la community over structure avec les guildes étoiles, mais on a tout. On a le leadership, comment ils veulent découpler les choses, comment ils se déploient, etc. etc. Et ça, c'est en deux volumes. Hein. Vous voyez, il y a 2 grandes pages. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que ça ne s'appelle pas Agile machin, ça s'appelle Engineering Culture. Je pose ça. Donc, moi, je suis déjà coach agile à cette période-là, en 2012. Je travaille déjà dans l'agilité. Et comme beaucoup de coachs agiles qui voient ça à ce moment-là, il m'arrive un truc, je tombe amoureuse. D'accord? Ça résonne en moi. 2012, c'est une période qui est charnière. Hein. 2012, c'est le moment où tout le monde se met à essayer de résoudre la problématique de l'agilité à l'échelle. Il y a eu l'ES qui avait commencé en 2006-2007 à proposer un modèle. Il y a eu 2011 SAFe. Et il y a eu tous les modèles d'agilité à l'échelle que vous connaissez aujourd'hui. Ils vont être publiés entre 2011 et 2015. Donc il y a une espèce de, quand même, de momentum là-dessus. Et d'ailleurs, Scrum Day 2015 à Paris, hein, il y a une conférence qui s'appelle Spotify versus SAFe. On vous demande de choisir votre camp, ils s'affrontent. Moi, j'avais choisi le camp Spotify. Manque de bol, j'ai passé les 10 années suivantes à faire du SAFe. Tout à fait exact, hein, vraiment. Donc je tombe amoureuse de ça, comme vous, je pense. Je tombe amoureuse. L'histoire de la compagnie continue de croître. Hein. Pour moi, ça devient mon Himalaya personnel, hein, mon Agartha total. Et au jour d'aujourd'hui, Spotify, qui c'est qui utilise Spotify ici, dans son téléphone? Levez la main. Très bien. C'est normal. Il y a 7% de l'humanité tout entière qui utilise Spotify tous les mois. Il y a 3% de l'humanité, je ne parle pas de juste des gens en Europe, de l'humanité tout entière qui paye pour ça tous les mois. Pour une petite boîte de 20 personnes partie de la Suède, un petit marché de 12 millions d'habitants, surtout connu pour Abba et Ikea, c'est plutôt pas mal. Et du coup, dans la tête des gens, la connexion entre les squads, les tribes, les chapters et les guildes et le succès, vous le voyez venir? Ok.
Donc, pardon, je ne me suis pas présentée. Bonjour, je m'appelle Rachel. Je vous apprends des mots de suédois, vous allez voir. Hey, ça veut dire bonjour. Je suis coach produit et coach agile, évidemment. J'ai bossé pour Spotify, mais j'ai bossé aussi pour tout un tas d'entreprises. J'en ai mis que quelques-unes ici, dans différents secteurs d'activité. Des grosses, des petits, de l'industrie. J'ai fait du hardware, etc. Je suis quelqu'un d'assez curieux et depuis que j'ai quitté Spotify en août, j'ai monté ma propre boîte. Si vous voulez qu'on devienne copains dans cet enfer appelé LinkedIn, vous pouvez scanner ça. Je suis gentil sur LinkedIn aussi. Plutôt que vous raconter ma vie ou une perception, je vais vous raconter plutôt l'histoire de quelqu'un. Et je vais vous parler, on va essayer de suivre la vie de quelqu'un chez Spotify. Donc je vous propose de suivre la vie de Anna. Anna, elle est software engineer. Elle habite à Londres. C'est intéressant, pourquoi est-ce que j'ai choisi un software engineer? Parce que c'est 60% des effectifs de la boîte, ce sont des ingénieurs à la R&D. C'est normal, c'est une boîte fondée par des ingénieurs. Donc ça a cet impact-là. Et puis pourquoi une femme? Parce qu'il y a 45% de ces ingénieurs qui sont des femmes. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'inclusion et la diversité. Alors évidemment, le genre, mais pas que le genre. Hein. Mais je trouvais ça intéressant de le signaler. Et elle a été sélectionnée sur un processus de recrutement qui est très long et très rigoureux. En moyenne, alors Spotify reçoit en moyenne 1,2 million, 1,5 million de candidatures par an, avec des pics des fois. Et en fonction des moments, donc là on est plutôt en période creuse, mais en période faste, ça va être 1000 offres ouvertes dans l'année. Donc il y a une compétitivité très forte sur les postes. Et par ailleurs, dans l'imaginaire, dans les croyances du fondateur, vous verrez que je vais en reparler de ces croyances tout au long de la conférence, il y a celle-ci qu'il veut s'entourer des meilleurs de chacun de leurs domaines. Donc le processus de recrutement est très rigoureux. Pour moi, ça a été 17 heures d'entretien cumulé. Et en plus, ils se permettent de sourcer partout dans le monde, puisqu'en 2021, ils ont opté pour le Work from Anywhere. Et donc, tout le monde peut postuler. Le poste peut être ouvert à Stockholm, mais vous avez la terre entière qui compétit devant vous. Donc, sur les coachs agiles, quand il y a un poste ouvert, c'est un peu la bataille, parce que tout le monde veut y aller, parce que c'est l'Agartha. Souvenez-vous, on a dit que c'était l'Agartha. Voilà. Et pour autant, vous allez dire, ils veulent les meilleurs des meilleurs, mais ils ne veulent pas de rockstar non plus. Ils veulent des gens qui savent surtout travailler en équipe, parce que ce qui est très important à ce niveau-là de recrutement, de toute façon, si vous passez le premier cap, ils savent que techniquement, vous êtes déjà très bon. Donc tout le reste du recrutement, ça va être sur la compréhension culturelle des valeurs, les modèles organisationnels, votre capacité de leadership, votre capacité à résoudre des problèmes, etc. Tout ce qui va faire l'espèce de soft skill invisible dessus. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais ils vous recrutent, ce n'est pas vous qui allez donner votre tarif. Il n'y a aucune négociation salariale à Spotify. Ils vont vous recruter, ils vont vous faire une offre. L'offre, ils vont la faire en regardant qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel pays vous êtes et quelle est votre tranche de truc. Et ils vont vous faire une offre qui est en cohérence avec tout ça. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter les biais liés aux capacités de négociation de chacun. Et donc, ça permet d'avoir une équité. Ça, c'est le modèle suédois, hein, quand même, aussi, qui revient. Bingo, vous êtes sélectionné, vous allez savoir que vous êtes recruté parce qu'ils vont vous envoyer une playlist. C'est pas des blagues, c'est ma playlist, qui s'appelle We Need You. Et si vous faites attention au nom des chansons, en fait, ils sont choisis pour que ça vous raconte une histoire et qu'ils vous disent que vous faites partie de l'aventure. Tout ça, ça a l'air un petit peu... vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça? Parce que tout ça, c'est aussi fait pour créer une adhésion très rapide entre vous et l'entreprise. Déjà, vous êtes amoureux de l'entreprise, mais là, vous êtes totalement... c'est Red Love. Moi, quand j'ai reçu ça, j'en ai pleuré. Ah, elle n'est pas à la bonne place. Ou c'est moi qui me suis merdé? C'est moi qui me suis merdé. Attention, vous n'avez rien vu. On va revenir en arrière. C'est moi qui me suis trompé dans les slides. À cela s'ajoute ensuite, vous allez passer par un processus d'onboarding très long, qui va durer au minimum 6 mois jusqu'à 9 mois. Alors déjà, le pré-onboarding est très chouette parce que vous savez que vous allez commencer tel jour. Donc on va vous donner la capacité de choisir vous-même votre matériel. Vous allez pouvoir choisir le Mac que vous voulez, le type de Mac, les processeurs, les machins, etc. Ou PC si c'est votre cam.
Vous allez recevoir tout ça 24 heures avant de commencer chez vous, si c'est ce que vous avez choisi, sinon dans votre bureau. Et le jour J, eh ben, il y a tout le staff qui est prêt pour qu'au niveau de la sécu, et au niveau de l'IT, etc., tout soit prêt, les RH aussi. Et ensuite, vous avez un système d'onboarding qui est très très long. Vous allez avoir 5 jours où vous allez être invité à Stockholm. Wouhou, allez rencontrer pendant 5 jours les fondateurs, les dirigeants, les équipes, etc., avec tous les gens qui sont recrutés. Ça s'appelle le Intro Days, je suis désolée, Intro Days. Et le but du jeu, c'est vraiment d'accéder très rapidement à toute l'information nécessaire. Puis après, vous allez avoir l'onboarding de votre domaine d'activité. Moi, c'était la R&D. Puis ma mission, Consumer and Platforms. Puis ma tribe, plateforme. Puis l'équipe dans laquelle j'avais bossé. Et puis, on va vous donner aussi des copains, parce que vous allez arriver dans une équipe de 8000 personnes, qui est une entreprise qui est très très basée sur le réseau en termes de culture. Donc si vous n'avez pas de copains, c'est compliqué. Et on va vous donner un buddy, qui est un collègue qui est expérimenté, qui est volontaire, qui est d'ailleurs très motivé, qui va vous coacher, devenir votre mentor pour vous développer. Et la première mission qu'on va vous demander, c'est d'aller prendre des cafés avec des gens. Il s'appelle ça Fika en Suède. Et c'est vraiment, il faut faire au moins 3 Fika avec des gens que vous ne connaissez pas par jour pour commencer à créer ce lien. Hop, alors je reviens en arrière. Et du coup, c'est cool parce que ça vous donne plein de super photos complètement hyper Instagrammables comme ça. Et vous êtes encore plus amoureux de la boîte. On est d'accord? Cool. Alors je réavance. Hop. C'est pas fini parce qu'en fait, Anna, elle est développeur, elle est ingénieure, donc elle a aussi un onboarding technique qui va avoir lieu, qui est ce qu'on appelle les R&D Bootcamp et les Golden Pass. Donc le but du jeu pour Spotify, c'est de faire en sorte que ces ingés soient très rapidement au fait des technologies qu'on va utiliser et des meilleures practices. Pourquoi? Parce qu'on veut accélérer l'intégration technique. La plateforme est éminemment complexe, le code est éminemment complexe. Il faut permettre aux gens de rentrer dedans très vite. Et dans les croyances encore de notre fondateur, c'est qu'on ne peut pas apprendre. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Donc, ils veulent vous mettre en capacité de faire quasiment dès la première semaine. Donc, et de réduire la courbe d'apprentissage et d'accélérer. Donc, on utilise un outil interne qui s'appelle Backstage, que vous connaissez peut-être parce que maintenant, il est disponible aussi en externe, qui est un portail de développeurs, intranet de développeurs, sur laquelle vous allez trouver des Golden Pass. Les Golden Pass, c'est des process qui sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés parce que c'est la meilleure façon d'écrire du code, la meilleure façon de le builder, la meilleure façon de le shipper. Ça, c'est pour les développeurs. Vous avez la même chose pour les designers. Vous avez la même chose côté produit, etc. Et dans ces Golden Pass, c'est basé un peu comme un cursus de e-learning, si vous voulez. Il y a des modules comme ça que vous allez pouvoir lire. Il y a des documents que vous pouvez faire référence. Il y a des exercices qui ont été écrits, des tests, des katas, etc. pour pouvoir monter assez vite. Et puis, vous allez doubler ça aussi avec des sessions de pair programming, de mob programming avec votre équipe pour être au fait très rapidement de ce qui va se passer. Ça va aussi traiter les problèmes de sécurité. Donc ça, c'est cool. Hein. C'est quelque chose qui la met très rapidement dans le jus. Et en parlant de très rapidement, elle est aussi très rapidement intégrée dans son équipe. Les fameux squads dont on parlait. Hop, premier reveal, ça n'existe plus, les squads. On a renommé en team. Pourquoi? Parce que pour la composante d'appropriation culturelle, ethnique des squads, c'était très mal perçu, donc on est revenu là-dessus. Donc il faut entendre équipe dans le sens product team, plus à la Marty Kagan que équipe classique. Donc on est toujours sur des équipes petites, multicompétentes, sur lesquelles vous ne trouverez pas de Scrum Master et de Product Owner, quasiment jamais. Vous trouverez pourtant un IM, Engineer Manager, qui va être quelqu'un qui va gérer la carrière des gens. Et toutes les équipes ont au moins un Product Manager qui s'occupe du produit sur lequel ils travaillent. Les équipes sont par défaut distribuées, donc ça veut dire que le mode de culture et de communication et d'échange est par défaut basé sur une culture texte et une culture asynchrone. La durée de vie des équipes chez Spotify, elle est super stable. Il y a des équipes, la première équipe que j'ai accompagnée, c'était Quark ou Chronos, je me souviens jamais des deux. C'est des gens qui s'occupent des systèmes de gestion du temps sur la plateforme. Elle est stable elle existe depuis 12 ans. Et le cœur des gens qui sont dans cette équipe sont les mêmes depuis 12 ans.
Pas parce qu'ils sont contraints avec un fusil sur la tempe, mais parce que ça les éclate et qu'ils sont volontaires à le faire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une stase organisationnelle. Il y a énormément de fluidité, mobilité interne. On peut faire des embeds. Les embeds, c'est l'équivalent des stages 3e. Mon équipe, par exemple, dans mon équipe, on fait du C++. Dans l'équipe de ce monsieur, on fait du Java. J'ai envie d'apprendre le Java. Je vais aller faire un stage chez lui. Je vais aller migrer temporairement dans son équipe pendant 6 mois. Je vais me former au Java. Je vais apprendre aussi son périmètre technique. Je vais revenir avec et je vais faire de la pollinisation des savoirs comme ça. Et puis aussi, on fait du dynamic reteaming. Des fois, on a besoin d'avoir des actions un peu coup de poing sur du code, sur un algo, sur un bloqueur, ou alors sur une opération marketing. On a besoin de faire quelque chose. On va créer une équipe temporaire pendant le temps du projet et on va la dissoudre après. Ce qui est important, c'est que les équipes, dans le sens pérenne du terme, elles ont toutes une mission, elles sont toutes propriétaires d'un périmètre technico-fonctionnel, une partie de la code base. Et elles sont totalement autonomes et responsabilisées pour le gérer. Elles vont faire tous les choix de techniques, d'outils, même de méthodologie pour le gérer. Et elles vont le gérer de bout en bout, c'est-à-dire depuis la collecte des besoins des demandes stratégiques jusqu'au run, c'est-à-dire jusqu'à l'exploitation et jusqu'au tuning. Voilà. Et pour réduire les dépendances, donc c'est le design des équipes, il est fait pour avoir le maximum de découplage. Un découplage technique permet un découplage organisationnel. Et ça, c'est le seul moyen de scaler. Si vous voulez faire de l'échelle, vous ne devez plus collaborer. Je sais que ça a l'air un peu... mais si, en fait, l'échelle, le seul moyen de faire de l'échelle correctement, c'est de ne pas passer son temps à attendre les autres, à synchroniser. Donc pour ça, vous êtes obligé de découpler de façon assez stricte. Mais du coup, c'est chiant, parce que du coup, si on a tous des périmètres très solides, comment on va faire pour gérer? Et donc, on a utilisé un système qui s'appelle le Internal Open Source pour pouvoir gérer les évolutions du code des équipes entre elles, et gérer entre guillemets les dépendances temporaires ou temporaires, parce que pérennes, sinon elles sont intégrées au socle, avec un système qui était fluide et qui était sécurisé. C'est-à-dire que si vous voulez faire, si son équipe veut faire des modifications qui sont sur mon périmètre, par exemple, en général, il va venir me demander avant. Si je n'ai pas de conflit de calendrier, probablement que je vais prioriser ce qu'il veut faire. Mais sinon, il est en capacité de prendre toute la documentation de notre code, de faire la contribution, de faire le pull request. Ça va être reviewé par notre équipe qui a l'autorité sur la qualité du code. Est-ce qu'il respecte les standards? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est aligné sur notre roadmap technique ou produit? Oui, non. Et à la fin, on fait des choix. Ça, c'est cool. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de product owner, il n'y a pas de scrum master parce qu'il n'y a pas de méthodologie obligée. La plupart des équipes, on va dire, utilisent des pratiques agiles. Aucune va vous dire qu'elle fait du Scrum, par exemple. Ce qui se rapproche le plus de ce que fait la philosophie, on va dire, c'est Modern Agile. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ça, c'est sympa. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche. Voilà. Mais ce n'est pas prescriptif. Si vous voulez faire... Je ne sais pas si ça a du sens, mais on ne sait jamais. Imaginons qu'une équipe veut dire « Oh, nous, on veut faire du cycle en V ». Ok, ben, vous êtes libre de le faire. Tant que ça fonctionne et que ça n'a pas d'effet de bord négatif sur les autres, allez-y. Au fur et à mesure de la croissance du nombre d'utilisateurs, c'est accompagné la croissance du nombre de gens. Okay. Et donc on voit bien là tout de suite, vous vous souvenez, je vous ai dit que le modèle Spotify avait été formulé quand l'équipe avait 300 personnes. Donc là on est sur une équipe de presque 10 000 personnes. Quelle est la probabilité que cette équipe-là utilise toujours la même chose? Quelle est la probabilité que ce qui a été publié en 2012 soit toujours exactement utilisé pareil en 2024? Hein? Eh ouais. Et en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est un premier truc, parce que les gens qui prennent ce truc qui a été publié en 2012 et qui l'appliquent, vraiment, hein, parce que maintenant que je suis un dev, je suis consulté pour dire « Viens nous aider, on a fait du Spotify ». Il y a des gens, ils ont appliqué, mais vraiment mécaniquement, ça, comme si c'était « Faites pas ça ». Et notamment, il y a un truc fondamental qui a changé, c'est ce truc-là de tribe, de squad, avec des chapters. C'était l'idée qu'au départ, parce qu'en 2012, on avait cette idée qu'il fallait décorréler la gestion opérationnelle, c'est-à-dire la gestion de la prise de décision technique ou fonctionnelle ou business d'un côté, du line management de l'autre. On était parti sur cette idée géniale de double matrice. Les chapters, c'est ça, c'est du line management de compétences.
Alors, spoiler alert, on a très vite déchanté. On a très vite abandonné ça. Il y a eu plein d'évolutions. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Ça rajoute 2 lignes de management, donc 2 lignes de reporting. C'est énormément de complexité. Or, le travail que vous faites au quotidien est déjà infiniment complexe. Quel est l'intérêt de rajouter de la complexité sur de la complexité? Et comme ce sont des gens très très pragmatiques, ils font beaucoup de cherry picking, c'est-à-dire ils essayent plein de trucs et tu peux essayer tout ce que tu veux, mais si ça ne marche pas, on trash. Donc ce côté de chapter, chez nous, ça n'a pas marché. Peut-être que chez vous, ça marche. Je veux bien que vous m'expliquiez, parce que je veux bien apprendre. Mais chez Spotify, ça n'a pas marché. Donc il y a eu des évolutions. Alors ils sont passés par Los Tres Amigos, par exemple, où c'était là on faisait tomber les chapters on était en management partagé au sein de l'équipe. Après on a eu plein de versions. Il y a eu un moment où il y avait plusieurs centaines de coachs dans la boîte. Pourquoi? Parce que chaque coach était pour un coach une équipe. C'est un peu cher. Et le coach était aussi un des managers de l'équipe. Ça marche pas très bien, etc. Aujourd'hui, on est revenu à des choses un peu plus classiques, qui sont comme ça. Des fois, il ne faut pas réinventer la roue. On a la compagnie avec le board de directeurs, ce qu'on appelle la D-Team. Et après, on a des verticaux. Par exemple, on a un vertical qui est la musique, un autre vertical qui est le podcast, un autre le livre audio. Et dans chacune de ces business units, on a toutes les équipes business et tech pour faire fonctionner la verticale de façon autonome. Le nucléus, c'est l'équipe. Quand plusieurs équipes travaillent sur une zone de produit connexe, par exemple sur la homepage, il peut y avoir 5, 6, 8 équipes qui travaillent sur la homepage, c'est une product area. Les product areas sont regroupés dans X-Tribe, qu'on a viré aussi pour appropriation culturelle et qu'on a renommé en studio, beaucoup plus neutre. Les gens ne se sentent pas offensés. Plusieurs studios font partie d'une plus grosse entité qui s'appelle une mission, et puis ça fait partie de la compagnie. Donc on a gardé le côté fractal. De toute façon, l'agilité à l'échelle, c'est toujours fractal, c'est toujours ce modèle organisationnel-là, mais on a viré le double reporting. Hop. Et les trucs qu'on a conservé la communication directe avec les dirigeants. Donc une fois par mois, on a ce qu'on appelle des all hands. All hands on deck, ça fait une référence à la marine. Et l'idée, c'est donc ça c'est vraiment dans la philosophie suédoise, d'être tout le monde au même niveau, c'est d'avoir un accès direct aux dirigeants et de pouvoir avoir un échange transparent, bilatéral d'informations. Donc une fois par mois, ils se plient à l'exercice. Alors maintenant, c'est plus... c'est en physique et en même temps distribué, parce qu'on est un peu partout dans le monde. Il va nous rappeler la mission, l'intention, il va nous rappeler les objectifs à moyen terme, on va voir ça juste après dans la slide d'après. Il va nous rappeler aussi les objectifs pour cette année, les OKR qu'on s'est donnés, les quelques OKR qu'on s'est donnés, pas les 40 000, les quelques OKR qu'on s'est donnés. Et il va nous donner aussi des feedbacks sur la performance de l'entreprise aujourd'hui. Donc il y a une véritable transparence, y compris sur la performance financière et économique de l'entreprise. Et les employés vont pouvoir lui poser des questions, et il y a une espèce de jeu de questions-réponses comme ça qui va se faire, et qui est vraiment important, parce que ça nous permet à tous les employés, qui sont tous actionnaires de la boîte, de discuter ensemble de l'avenir de la boîte et de la performance. Ils vont très probablement aussi nous communiquer quelles sont les priorités pour les 6 mois à venir. Donc on utilise un système de priorisation qui s'appelle One Prio Board, avec 3 niveaux de priorité. P0, priorité absolue. Ça, c'est tout ce qui est keep the light on. C'est tout ce qui fait... Donc ça, c'est toute la priorité à la plateforme technique. La plateforme ne doit jamais avoir de problème technique. Donc tout ce qui est bug, anomalie, dysfonction, etc., tout ça, c'est traité en priorité absolue. Le deuxième, ce sont les compagnies bets. Les compagnies bets, c'est ça. Ce sont les projets auxquels toute l'entreprise croit et qui contribuent à atteindre les réussites, et sur lesquels toutes les équipes qui se sentent concernées ou qui veulent se mobiliser là-dessus peuvent se mobiliser. Et en dernier, en P3, ce sont toutes les initiatives locales que vous pouvez décider, vous, directement, sans avoir à réescalader. C'est cool, ça, parce que le Prio Board, c'est une dizaine ou une quinzaine de projets seulement, et de priorités qui sont communiquées, et ça nous donne, nous, des outils très clairs pour se prioriser au quotidien sur ce que l'on fait. Est-ce qu'on sert du P1, du P0 ou du P3, et comment on s'organise par rapport à ça? Ça fait partie d'un ensemble de façons de voir l'avenir, ce que Spotify appelle le Spotify Rhythm, le rythme. Alors on est tout en analogie musicale, évidemment, ça ne nous aura pas échappé. Donc notre mission, c'est comment on veut changer le monde à long terme, quelle est l'intention qu'on veut poser. On se donne des objectifs à moyen terme. Le moyen terme, chez nous, ça va être 3 ans à peu près.
Et ça, c'est incarné par 2 éléments qui sont le North Star Goal, c'est quelle est l'étoile qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est un objectif chiffré, précis, un indicateur qu'on veut chiffrer, qu'on veut atteindre. Très souvent, ça va être un indicateur commercial, et souvent, ça se traduit en part de marché. Et les focus areas, c'est voir comment on veut quelles sont les zones d'intérêt de l'entreprise pour atteindre cette goal. Et après, à l'année, on se donne des petits objectifs qu'on va formuler sous la façon d'OKR. Pourquoi? Parce que c'est clairement communicable et articulé, et ça permet d'aligner tout le monde sur du court terme. À cette vision dans le temps répond aussi une planification qui se fait en échelle. Alors vous ne stressez pas, hein, vous n'avez pas besoin de photographier toutes les slides, je partage systématiquement mes slides dans les 24 heures, donc vous n'inquiétez pas. On a plusieurs niveaux de planning. Alors ça va horrifier les agilistes, mais c'est vrai, on fait du planning sur 3 ans. Au niveau stratégique pour l'entreprise, on va planifier les choses à 3 ans. Pourquoi? Parce que quand vous faites des merge and acquisition, quand vous voulez attaquer des nouveaux marchés, etc., c'est des choses qui demandent des gros investissements, il y a une grosse inertie et l'horizon de temps n'est pas le même. D'accord? Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'opposé du spectre, on a aussi qu'au niveau des équipes, elles vont le plus souvent être en continuous planning. On ne va pas planifier la même chose. Là, on va planifier des intentions stratégiques et des outcomes stratégiques. Et là, on va être beaucoup plus à planifier des initiatives ou des bets. Et là, planifier des tâches, des actions, des choses qu'on veut réaliser. Ce n'est pas grave, parce que tout ça, ça connecte assez bien. Okay, c'est important d'avoir ces niveaux de planning. Pensez que vous allez pouvoir tout mettre, hein, tous les horizons en un seul espace-temps. Par exemple, on va faire tout en quarter. Ça me semble un peu risqué. L'idée, c'est un peu une analogie du club de jazz, hein, c'est que tout le monde joue en même temps. Ça peut être dissonant comme ça, mais mis tous ensemble, ça fait un truc qui a du sens. Un autre truc qui est intéressant, c'est la RFC. On a évidemment des dissidents visionnaires, stratégiques et ambitieux qui nous disent « Oh, c'est là qu'on veut aller ». Donc ça peut être top-down, et c'est OK, hein, c'est le rôle hein, du top management de nous donner la direction, de nous dire où est-ce qu'on va. Néanmoins, culture suédoise existe. On a aussi énormément de bottom-up. Et on a un outil très puissant et très simple qui s'appelle Request for Change. Request for Change, ça s'applique à tous les changes. Vous voulez faire un changement de technique sur une partie de code, Request for Change. Vous trouvez que votre équipe est mal organisée, Request for Change. Vous voulez changer la façon dont les petits déjeuners sont proposés aux employés, Request for Change. Dans la gouvernance, dans tout. Vous pouvez utiliser Request for Change. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit Google Doc, donc c'est très simple. Et dans le Google Doc, vous allez commencer à leur expliquer que vous observez ça. Cette observation, vous l'avez appuyée sur tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. L'analyse de ces chiffres vous fait dire que ça ne le fait pas. Votre problème technique, votre problème organisationnel. Vous pensez qu'il y a une meilleure solution de le faire, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que tel chiffre, telle hypothèse, telle hypothèse, telle hypothèse. Donc il y a un petit côté un petit peu comme ça, un peu scientifique dans l'approche de la décomposition de ça. Vous rédigez votre machin et vous le partagez à la terre entière chez Spotify en interne. Et là, il va se passer un truc vachement rigolo. Les gens vont réagir sur le Google Doc. Ils vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, ils vont commenter, ils vont vous poser des questions. Il va y avoir une espèce de petite vie dans les marges et dans les commentaires incroyable sur ce document. Votre document va évoluer, il va y avoir d'autres versions. L'autre version va augmenter, ça va attirer encore plus de gens. Et ça va créer un petit peu comme sur Internet. Il y a un moment où vous allez attirer tellement de gens autour de votre petite idée, c'est que ça ne sera plus une petite idée dans un coin, ce sera une idée qui va fédérer 1000, 2000, 3000 des employés. Et donc, vous allez passer une masse critique. Et donc, vous allez devenir visible de tout le monde, y compris des dirigeants. Et si ça intéresse 3000 ou 4000 personnes dans l'entreprise, peut-être que ça intéresse toute l'entreprise. Et beaucoup de compagnies bêtes naissent comme ça. Si votre idée elle est pourrie, ou qu'elle est mal argumentée, elle va rester toute seule dans son coin. Darwinisme des projets. Derrière ça, on a un outil qui s'appelle le Thoughtful Execution Framework, qui a été créé par cette dame, Anina Koshiken, qui décrit en fait le mécanisme mental qu'on utilise, le framework qui guide en fait tout ce que l'on fait chez Spotify. Et ça passe par, on a un objectif, donc je vous ai parlé des North Star, OKR, machin, donc ça vous pouvez utiliser.
Et ça passe toujours, par rapport à ça, quelle est la data qu'on a? Data, data, data. La data, elle permet de faire une analyse. L'analyse, elle génère des insights. Les insights, ils nous permettent de détecter des problèmes ou des anomalies qu'on va transformer en opportunités. C'est une autre façon de switcher un peu le mindset. On formule des hypothèses. On construit des prototypes pour tester ces hypothèses. Et on récolte de la data et on voit si on a raison ou pas. Okay, ça, on l'utilise pour tout, pour la technique, pour l'organisation, pour le produit. Ça peut vous faire penser à quelque chose comme ça, de Discovery Habit, qui a été publié par Teresa Torres assez récemment, je pense que c'était il y a 3 ans, et qui a un outil qui est assez proche de ça, qui s'appelle Opportunity Solution Tree. C'est la même démarche, c'est une démarche qui est très scientifique, qui était très data-driven, et qui vraiment fait partie de... qui est aussi assez proche du Lean Startup, pour ceux qui connaissent le truc. Autre chose qui est intéressant de voir, donc Anna, comme on disait, elle fait du développement. Donc évidemment, qui dit développement dit livraison, non? Okay. Et donc dans les croyances du fondateur, c'était une des phrases clés du fondateur, c'est speed is everything. Okay, le plus important pour lui de tout, c'est la vitesse, conquête de marché, croissance, etc. Et donc si on veut être rapide, le seul moyen d'être rapide, c'est d'être en sécurité. Parce qu'on ne peut pas mourir vite. On ne veut pas mourir, on veut juste aller très très vite. Donc ça veut dire que dès le début, il y a des choses qui sont faites pour qu'on puisse aller très rapidement en sécurité. Donc ça veut dire automatisation des tests. Le code, il doit être testé. C'est un no-brainer absolu. Et tout est sous couverture de code. Les tests sont automatisés. Et vous ne pouvez pas juste rajouter du code sans sécurité. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous allez vous faire rattraper par l'ensemble des autres équipes. Voilà. Donc c'est tous les niveaux de tests, des tests end-to-end, de l'automatisation. On ne peut pas renoncer à ça. Et puis après, ça a été aussi un investissement très, très tôt de tout ce qui est la brique de CI/CD et DevOps, notamment tout ce qui est les builds, les automatisations, les warnings, etc. On a énormément aussi de logs pour voir si tout le processus, qui est complètement automatisé maintenant, fonctionne bien. Le but du jeu, c'est d'aller très très vite, mais d'aller très très vite en sécurité. Et on a aussi des outils dans Backstage qui vont nous permettre, donc c'est des logs, du Kibana, des machins comme ça, qui vont nous permettre de voir en temps réel l'état de la plateforme, l'état du code, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, etc., l'état des merges et tout ça. L'idée, c'est de toujours avoir une base de code qui potentiellement peut être poussée en prod et utilisable. Okay, ce qui nous amène à parler des petits trains. Les petits trains, ce sont des trains de release. Un Agile Release Train, c'est un train de release. Ça sert à libérer du code, c'est-à-dire à le mettre en production. Et l'analogie au train, elle vient, pourquoi? Parce que vous soyez sur le quai de la gare avec votre valise ou pas, le train, de toute façon, va passer. Donc l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, on va livrer l'application, prêt ou pas prêt. Donc chez nous, par exemple, tous les jeudis, on tire une branche de la principale, la release candidate. Que vous ne soyez pas prêt, que votre code soit fini ou pas fini, on s'en fiche, ça part. Donc le seul moyen de faire ça, c'est de faire la sécurité. Donc vous faites tout le code qui n'est pas fini, et il va être évidemment commenté. On va utiliser des feature toggle ou des feature flipping, parce que potentiellement, ça va partir. On sait que ça partira à cadence régulière. Donc, s'il vous plaît, l'Agile Release Train, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec des équipes d'équipes. Rien à voir, d'accord? Et ils sont toujours à l'heure, ça c'est vachement bien, ils sont toujours à l'heure. Voilà. En 1 an, on a annulé une seule release mobile. Donc le mobile, on release une fois par semaine. Et en desktop, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc 100% du code est sous contrôle de feature toggle. C'est un classique, hein, c'est le seul moyen de pousser propre. Tout est automatisé à une seule chose près, c'est le submit sur les stores qui est fait par un humain, qui est le release manager. Il y a une personne qui fait ça. Pourquoi? Parce que le processus de soumission sur les stores est particulièrement pénible.
et que tu as besoin de t'assurer que tout soit au carré avant de le refaire. Mais voilà. Et puis c'est bien d'avoir quand même un humain qui est ça. Et une fois que c'est mis en prod, donc il y a des déploiements effectivement progressifs, et on va pouvoir, au niveau de chacune des équipes, gérer est-ce qu'on veut mettre à disposition ou pas la feature aux usagers. Est-ce qu'on veut faire des tests? Donc on va pouvoir faire de l'A/B testing nous-mêmes en prod. Donc oui, les gens testent en prod, c'est possible. On va faire et on va aussi gérer les rythmes de progression. Donc ça c'est cool. Donc les petits trains, on se souvient. Autre truc où elle va beaucoup participer, ça va être l'innovation. C'est vachement important. Aller vite, c'est bien, mais rester pertinent sur le marché, c'est important. Donc, il y a le hack, la culture du hack est très très forte. Donc, tout le monde a 2 jours de hack par mois. C'est 2 jours qui ne peuvent pas être utilisés pour faire du travail planifié, du travail projet. C'est sur la base du volontariat. Et ça sert à tout. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire un side project personnel, vous pouvez utiliser vos 2 jours de hack. Si vous avez envie de vous former sur une techno, 2 jours de hack. Si vous voulez faire, je ne sais pas, du pair programming, aller voir un mentor, que ce soit développer des compétences, développer un produit, développer une techno, vous pouvez utiliser les jours de hack pour le faire. La seule chose qu'on vous oblige de faire, c'est de faire la démo de ce que vous avez fait. C'est tout. Et une fois dans l'année, toute l'entreprise se réunit pendant une semaine et on va hacker sur des projets. Donc ça dure du lundi au vendredi. Le lundi, on réunit tout le monde, les gens qui ont des idées, les gens qui ont des compétences, place de marché. On va créer des teams temporaires pour faire ça. Les équipes ont toutes à leur disposition toutes les ressources de l'entreprise, en temps, en équipement, pour réaliser un projet de hack. Alors ça peut être sur une thématique ou pas. C'est toujours sur du volontariat, mais on participe tous, c'est assez cool, quoi. Et puis, à la fin, démo obligatoire. Donc ça, c'est intéressant, et je vais vous montrer. Parce que si vous utilisez Spotify, et donc il y en a quand même pas mal qui ont levé la main tout à l'heure, vous avez dans vos mains des choses qui ont été trouvées comme ça en hack week. Le vendredi, quand on fait la démo à toute l'entreprise, et l'entreprise vote pour les trucs qu'ils trouvent les plus cool, les projets les plus cool. Et quand je parle de résultats à la fin, c'est des résultats qui sont très très propres, hein. Le code est fait, c'est testé, potentiellement on peut le mettre en prod, il y a de la documentation, au niveau produit ça tient la route, c'est carré, il y a un petit niveau d'exigence quand même. Ça génère quand même pas mal de trucs. Sur l'année dernière, c'était 967 projets qui sont sortis en une semaine. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui génèrent 967 projets qualité d'aller en prod en une semaine? Non, tu vois? Bah oui, bah si, incroyable. Donc ça, c'est cool. C'est cool parce que c'est fun, hein. Intellectuellement, ça fait du bien. C'est cool parce que c'est bien pour les gens. Et puis c'est cool parce que même au niveau business, c'est cool, hein. Le AI DJ, là, ça a été fait comme ça. Donc hacker. Autre truc un peu rigolo qu'ils font une fois par an, une semaine. Donc ça, c'est en 2021, après le Covid. Moi, je viens juste de rentrer. Je crois que je suis rentrée 3 ou 4 mois juste avant. On reçoit un mail de la Chief HR Officer, Katharina Berg, quelqu'un de formidable, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Brave, d'ailleurs, si vous voulez le lire, c'est très rigolo, et qui nous dit que lundi, je crois qu'on le reçoit mercredi ou un truc comme ça, et qui nous dit que lundi, tous les bureaux de Spotify dans le monde seront fermés. Tous. Et que tous les employés auront une semaine de congé en plus, cette semaine-là, pour relâcher la pression et pour juste penser à déconnecter et faire autre chose. Et puis, on va vous donner aussi 150 balles pour que vous ayez un petit peu de sous pour aller faire des trucs avec votre famille, etc. Tout le monde, c'est-à-dire que même les dirigeants. C'est intéressant, le tout le monde en même temps, parce que comme c'est tout le monde en même temps, vous n'avez pas peur que d'autres choses se passent à côté, vous n'avez pas le stress, vous n'avez pas la volonté de regarder, etc. Donc c'était expérimental l'année en 2021 après le Covid, d'accord? En 2022, on ne savait pas trop. En 2022, paf, à nouveau une Wellness Week. 2023, bim, 2024 aussi. Et pourtant, c'est toujours pas rentré dedans. C'est juste culturellement, ça apparaît. Peut-être qu'un jour, ça servira plus rien et qu'ils annuleront. Mais c'est super cool. Et au fait, oui, on peut arrêter une entreprise pendant une semaine quand c'est pas des trucs. Quand vous faites pas du logiciel qui tue, que votre inactivité, elle n'a pas un incidence directe sur la vie des gens, hein, vous pouvez vous arrêter, hein. Si la plateforme de musique, elle tombe en rade pendant une semaine, ouais, et quoi? Vous
voyez? Hop. On arrive normalement à bientôt, ouais, c'est ça, à la fin. Il y a un petit paradoxe dans Spotify. Parce que c'est un modèle qui n'en est pas un, mais ça y ressemble vachement quand même. Aussi, on sait que quand ils l'ont écrit, il y avait une partie qui était descriptive et il y avait une partie qui était inspirationnelle. On fait ça, on aimerait faire ça. Et ça, c'est vrai. Vous allez discuter avec un Spotifyer, il va vous dire ah, mais Spotify n'applique pas le modèle Spotify. C'est vrai. Spotify n'applique pas le modèle Spotify. Vous allez trouver des articles vachement bien écrits de dire qui disent n'appliquez pas, ne faites pas ça. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, si on regarde les posters du début, prioriser l'impact sur la vélocité, ça on l'a toujours. La culture, on l'a toujours. Le storytelling et les bootcamps, on l'a toujours. Le truc focusé, alors les agile coach, peut-être on en a un petit peu moins en ce moment, mais l'impact et l'A/B testing, on l'a. Le lean startup avec l'idée, les MVP, les RISI, les tests, on l'a. Le fail, on l'a. Tout ça, on l'a. Vous voyez, expérimente, culture, tout ça, on l'a, quoi. On toujours. Ça, c'est encore valide. Le fait de découpler, le fait de internal open source, tout, on a, regardez, tout ça, les trains, j'en parlais pas, mais on l'a, l'infrastructure aussi. La seule chose qu'on n'a plus, c'est le seul truc que vous avez retenu et que vous voulez faire. C'est con quand même, hein? Non mais vraiment, hein? Arrêtez. Ne regardez pas ce petit machin, regardez tout le reste. Il y a 3 trucs que vous devriez copier. La première chose, c'est que Spotify, si vous voulez venir avoir du succès comme eux, c'est ça qu'il faut copier. Parce que c'est une technologie enabled data driven product company. Ça, c'est un mot très compliqué pour vous dire que c'est des gens qui croient profondément. C'est une croyance, c'est la leur. Que la solution, ça viendra par la technologie et l'ingénierie. Donc l'ingénierie, c'est pas des prestats au fond du truc, c'est voilà, sur scène. Que tout passe par la data. On veut pas d'opinion. On veut des choses qui sont sourcées par la data avec un véritable réflexion derrière. Et c'est profondément une compagnie orientée produit, chevillée au corps. Ok ? Le deuxième, ils sont très fortement alignés. Ils sont très autonomes sur ce qu'ils font. Et ils ont le plus de découplage possible. Rappelez-vous, si vous voulez faire de l'agilité à l'échelle, découplez. Et le dernier, trust at scale. Ça ne peut marcher que parce que le PDG nous fait confiance, quoi. Voilà, donc c'est une entreprise magique où tout va bien, évidemment. Non. C'est une entreprise qui a aussi connu des moments difficiles. L'année dernière, ça a été une année noire pour la tech. Je vous rappelle que sur l'ensemble, on parle de plusieurs centaines de milliers d'employés qui ont été licenciés. Et Spotify n'a pas fait exception à la règle, en licenciant en 4 vagues de licenciement 30% de ses effectifs. Ça a eu un impact évidemment sur les gens. Ça a érodé la confiance, ça a abîmé la culture, ça a fait mal, hein, ça a fait vraiment mal de faire ça. Il y a eu de la pression sur les deliveries, on a eu Jira, l'anneau du pouvoir installé partout, vous voyez. On est dans un contrôle, plus de reporting. C'était un peu... Et on pourrait dire, mais alors du tout, vous n'êtes plus du tout dans le modèle. Et là, vous auriez tort. Parce que ça aussi, le modèle l'avait prévu. Ça fait aussi partie de la culture de Spotify, d'alterner dans des moments comme ça, entre ce qu'on appelle le chaos, beaucoup d'autonomie et beaucoup de bureaucratie. Et cet effet de pendule entre les deux, c'est ce qui fait que l'entreprise fonctionne. Voilà, pour moi c'était cool, ça m'a obligé de reapprendre tout ce que je connaissais sur l'agilité. Avant de rentrer chez Spotify, j'étais une des meilleures dans mon domaine. Quand je suis arrivée à là, j'ai pris ma claque et j'ai recommencé à apprendre complètement le métier. On ne coach pas de la même façon une entreprise qui est déjà agile. Je ne fais pas d'agilisation, donc qu'est-ce que tu vas faire? Retrouve ça. Vivre avec le changement en tant que change is the only constant, c'est vraiment un mantra, voilà. Et puis, contrairement à beaucoup d'entreprises en France, le coach chez Spotify a beaucoup de pouvoir, vu que c'est un haut gradé. En termes de grading, on parle de convention collective, c'est quasiment un exécutif. Donc, vous avez le pouvoir de changer. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de juste poser des questions puissantes et attendre que ça marche. Il faut vous impliquer, avoir la skin in the game. Et je pense que ça change un peu les choses. Voilà, je suis très en retard. Je voulais juste vous donner ça. Du papa de Modern Agile. Si vous avez une culture qui est basée sur la peur dans votre entreprise, aucune méthodologie que ce soit ne vous aidera. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Merci, ça veut dire tac, ça veut dire merci en suédois.
merci à tous les sponsors, parce que on n'aurait pas pu être là sans eux. Alors vraiment merci. Merci aux orgas qui ont tenté de saboter cette conférence. Non, je rigole. Et voilà. Et si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez. Si vous voulez me donner du feedback, il y a le rôti là. Vous pouvez mettre des gommettes aussi si vous préférez, si c'est votre kink. Moi, je préfère que vous veniez me parler. OK? À bientôt. Heido!